l'infertilité, ce n'est pas mon chemin. Mon chemin, c'est plutôt le choix de non-maternité. Donc j'ai fait, et j'ai beaucoup travaillé sur cette question. Et en même temps, j'ai toujours eu conscience et j'ai toujours été très sensible à l'émotion qui se crée chaque fois qu'une child free, c'est-à-dire une femme libre d'enfants comme moi, qui a pris cette décision de ne pas faire d'enfants, rencontrait une femme qui avait envie d'avoir des enfants et qui ne pouvait pas y parvenir. Donc cette forme d'émotion, je l'ai souvent rencontrée et bon, c'est la vie, c'est la vie. Nous avons à nous parler les unes et les autres. Je suis pionnière de cette question de non-maternité puisque j'ai publié une thèse en 1981, donc ma thèse commençait dans les années 70. J'ai beaucoup lutté pour dire qu'une femme pouvait tout à fait être femme sans être mère, et j'ai rencontré également des femmes qui se posaient beaucoup la question d'un enfant ou pas. Et mon chemin m'a conduit sur les traces des femmes du passé. Pourquoi? Eh bien parce que enfin je rencontrais des femmes qui étaient valorisées qui étaient reconnues dans l'histoire parce qu'elles avaient fait d'autres choses que des enfants. C'était leur production hors maternité qui était célébrée. Et donc je suis allée vers elles. Et bien entendu, j'ai été choquée du peu de femmes que l'histoire a retenues. Alors, voici par exemple, regardez le nombre de rues à Paris ou en France, c'est 5% de noms de rue portent un nom de femme, donc c'est fort peu. Alors vous voyez que j'ai bien choisi quand même le nom de rue là. Hein. Et puis si les femmes célèbres ont fort peu de noms de rue, ben, quand même il y a énormément de femmes dans Paris, de statues de femmes, et ce sont alors les allégories reçoivent en masse honneur, gloire, vous les voyez trônantes. Je ne sais pas si vous les reconnaissez, ce sont les continents qui sont présentés devant le musée d'Orsay. Donc des femmes trônantes. Mais des femmes vivantes ou qui ont vécu et qui ont une histoire personnelle, eh ben, il n'y en a pas 10%. Alors, des gens ont des idées pour expliquer ce petit nombre de femmes retenues dans l'histoire. Ce sont, je vais citer, des compatissants, des provocateurs et des gens de mauvaise foi. Les compatissants disent « Eh bien, écoutez, c'est bien logique que les femmes aient si peu été retenues dans l'histoire puisque elles avaient de telles entraves dans les pieds, de telles leurs ailes rognées, comment voulez-vous qu'elles développent leur talent ?» Les compatissants. Maintenant, les provocateurs. Eh bien, mais si les femmes avaient eu du talent, eh bien, cela se saurait. Mais c'est dit, hein, c'est vraiment dit et encore. Et les gens de mauvaise foi, c'est, voyons, et Jeanne d'Arc, et Marie Curie, et George Sand. Oui. Alors, si les femmes ont eu vraiment du talent, les femmes du passé avaient du talent, et contrairement à ce que l'on croit, elles ont été, pour beaucoup, reconnues en leur temps. Ensuite, malgré tous les interdits qui ont barré leur route, elles ont réussi à se déployer. Et en effet, oui, il y a des femmes célèbres, mais ce sont des icônes. C'est-à-dire que ce sont des personnages, enfin des personnes qui sont devenues des personnages et qui ont perdu leur réalité vivante
quitte à devenir des références absolues et des idéaux. Donc des icônes. Alors on peut dire que si l'histoire est une fenêtre ouverte sur le passé, elle crée aussi un angle mort qui ne permet pas de voir les femmes remarquables du passé. En premier plan, oui, on voit des icônes, mais toutes les autres qui ont été remarquables et reconnues, on ne les voit pas. Alors, qui sont donc ces invisibles? Avec mon association HF Île-de-France, qui lutte pour l'égalité des hommes et des femmes dans la culture et les arts, nous les avons nommées femmes du matrimoine. Le matrimoine, ce n'est pas un néologisme. Nous avons lancé cette idée de femmes du de journée même du matrimoine en écho aux journées du patrimoine depuis 2014. Et nous sommes soutenus par la ville de Paris, par beaucoup d'institutionnels, etc. Vous avez connu, vous y êtes allés aux journées du matrimoine? Non, personne? Alors je vous conseille vivement d'y aller, ça sera en même temps que les journées du patrimoine. Regardez, vous cliquez journée du matrimoine et vous allez tomber sur de beaux parcours et de belles rencontres. Donc, matrimoine n'est pas du tout un néologisme, c'est un mot qui était utilisé jusqu'au XIVe siècle, au Moyen-Âge, pour désigner les biens issus de la lignée des mères. Au cours d'un contrat de mariage, on spécifiait les biens qui venaient de la lignée du père, le patrimoine, et les biens qui venaient de la lignée de la mère. Et dans la corbeille nuptiale, nous avions donc des biens de 4 origines différentes. Bien entendu, matrimoine est tombé en désuétude et il nous reste les agences matrimoniales et puis le lit en espagnol, el matrimonio, voilà. Et bon, on sait que ces femmes ont existé et qu'on ne les retrouve plus. Et en refusant la postérité à ces femmes, les historiens finalement ratifient 2 équations que j'ai barrées parce qu'elles sont fausses. Voici la première. F égale H-1, c'est-à-dire une femme vaut un homme, mais pas tout à fait quand même. Hein, c'est -1, à un échelon inférieur. Et la deuxième équation, c'est là que nous sommes dans le vif du sujet, F égale mère, une femme est toute définie dans la maternité. Bon, j'ai barré ces équations, mais il ratifie ces équations. Et la première, H-1, vous savez très bien que Simone de Beauvoir a combattu vigoureusement contre cette idée d'un sexe deuxième, et je trouve qu'il n'y a pas meilleure expression que ce qu'elle a trouvé génialement pour exprimer cela, la dévalorisation des femmes au regard des hommes. Par contre, que femme égale mère, alors là oui, ça correspond à une valorisation qui ressemble bien à une compensation. Mais c'est grave parce que si on transporte dans sa tête malgré tout, même si on ne veut pas, ce genre d'équation, eh bien c'est grave parce que les femmes sont bridées dans leur élan. Si elles sont H-1, eh bien elles feront jamais aussi bien qu'un homme. Hein. Et surtout, les infertiles sont enfermés dans une case vide. Alors, voilà ce que je vous propose. On va se poser la question de par quel tour de passe-passe s'est installée l'invisibilité des femmes remarquables du passé, par quel tour de passe-passe femme égale mère perdure encore au point que
on dit, j'entends dire encore qu'une child free qui a pris la décision de ne pas faire d'enfant passe à côté de sa vie. Et finalement, quel message les child free portent-elles? Alors, commençons par l'invisibilité. Elles ne sont pas créatrices? Mais non, c'est faux. Vous savez que la pulsion à la création est également distribuée entre hommes et femmes. J'en veux pour preuve le signe de Mamming. Vous connaissez ça? Le signe de Mamming a été découvert en 2014. Il s'agit de comparer les doigts des mains apposées sur les parois des grottes préhistoriques, les parois peintes, les mains négatives. Et on sait, depuis 2014, que les femmes ont un index proportionnellement, par rapport aux autres doigts, plus grand que les hommes. Tandis que, proportionnellement toujours aux autres doigts, c'est l'annulaire qui est plus important pour les hommes. C'est comme ça. Alors, ce n'est pas vrai à 100%, c'est statistique. Et donc, comme on a de la chance parce qu'il y a quand même beaucoup de mains négatives appliquées sur les parois, et on a donc pu conclure qu'il y avait autant de femmes que d'hommes qui avaient participé à la peinture de ces parois. Ensuite, on peut dire aussi que beaucoup de femmes se sont échappées des contraintes qui étaient les leurs au cours du temps. Par exemple, au Moyen-Âge, où tout de la femme était concentré dans la mer, hein, c'était à ça que servaient les femmes. Quoiqu'encore, c'est pas vrai, parce qu'en plus, elles travaillaient beaucoup. Les femmes n'ont jamais cessé de travailler, mais on leur demandait essentiellement d'être mères. Eh bien, même dans ce Moyen-Âge si reculé, il a existé des érudites qui ont écrit et qui ont pensé, qui ont creusé beaucoup la question théologique et aussi la médecine et aussi les arts. Vous pensez à Hildegarde de Bingen au XIIe siècle ou à Marguerite Porete dont je vais parler un petit peu plus tard à la fin du XIIIe siècle. Ces femmes-là ont produit des œuvres magnifiques et même certaines qui ne savaient pas écrire, eh bien, il y avait un scribe pour écouter ce qu'elles avaient à dire et le transcrire. Alors, d'où viennent ces femmes? Elles ont approfondi toutes ces questions parce qu'elles en avaient le temps et les moyens, et c'était des moniales, évidemment. Donc, il y en avait peu, mais il y en avait beaucoup. Mais elles sont allées très loin. Ensuite, on peut dire que les femmes ont usé beaucoup de ruses pour publier quand même, en prenant le nom d'un homme. Bon, et on sait aussi qu'il y avait beaucoup de reines, de femmes puissantes qui sont intervenues dans la vie publique. Mais en effet, l'histoire les reconnaît peu. Eh bien, il suffit de creuser. Voilà, je vais vous donner des preuves, il suffit de creuser. Voici un livre sur Marguerite Porete, donc cette fameuse béguine qui a été brûlée en 1310, place de Grève à Paris, actuellement place de l'Hôtel de Ville, parce qu'elle avait écrit les âmes simples, le miroir des âmes simples anéanties en Dieu. Donc c'est un livre de méditation, mais qui a ouvert la voie à Luther, parce qu'elle a elle a décrit son expérience mystique qui lui permet d'entrer en contact direct avec le divin. Donc elle a vraiment ouvert la voie à Luther, et il est clair que toutes les personnes qui actuellement recherchent des guides en spiritualité et se tournent vers la méditation
pourrait être grandement inspiré par l'écrit de Marguerite Porete. Donc voilà, voici une femme qui a été reconnue de son temps aussi, puisque bon, elle a été brûlée pour ce qu'elle a écrit. Ensuite, bon, je vais passer, on ne va pas faire tous les siècles, parce qu'il y en a énormément. Voici Madame de Villedieu. Madame de Villedieu, vous ne la connaissez pas. Eh bien, elle était aussi célèbre que Molière. Elle écrivait en alexandrin comme vous et moi, et elle a joué à Versailles devant Louis XIV, une des pièces qu'elle avait écrites, et qui avait l'audace de montrer Louis XIV comme un pervers, et Louis XIV était ravi parce que ça ratifiait sa toute-puissance, et cette femme a vraiment été très connue. Eh bien oui, mais personne ne s'en souvient. Par contre, Molière, ça, vous connaissez. Et c'est une contemporaine, enfin c'est une féministe actuelle qui l'a remise sur scène, elle-même est dramaturge, c'est Aurore Evin, et elle joue des pièces de Madame de Villedieu. Alors, celle-ci, vous la connaissez bien évidemment, c'est Camille Claudel. Camille Claudel, vous savez qu'elle a été enfoncée dans la folie et poussée dans le dos par sa famille, puis ensuite complètement oubliée à sa mort. Et Camille Claudel a été très connue. Pendant 10 ans, on se bousculait pour acheter ses œuvres. Rodin proclamait partout qu'il ne faisait jamais rien sans demander l'avis de Mademoiselle Claudel. Et à partir du moment où elle est entrée en hôpital, eh bien, l'obscurité s'est faite sur elle, on l'a complètement oubliée. Et personne, mais je vous assure que personne ne connaîtrait Camille Claudel sans un livre qu'il a révélé en 1982, Anne Delbé, qui a écrit Une femme, Camille Claudel. Mais on ne la connaîtrait pas. Heureusement, elle a un musée rien qu'à elle, à Nogent-sur-Marne maintenant. Allez, Alice Guy. Alice Guy, pionnière du cinéma de fiction. Elle était assistante de Léon Gaumont et elle devait montrer ce que pouvaient produire les appareils que vendait Léon Gaumont, et donc elle était censée filmer ce qui se passait dans la rue, enfin autour d'elle, dans l'environnement. Puis elle a eu l'idée d'en faire une histoire de ça. Tiens, c'est marrant, ça tombe bien pour le lieu. Le premier film, ça c'est, oui c'est vrai, je n'y avais pas pensé, le premier film qu'elle a produit, qui était extrêmement court, ces films-là, à cette époque-là, c'était minuscule, quelques minutes, ça s'appelle La Fée aux choux, et on voit une fée qui sort, qui se promène dans un jardin potager, joyeusement, et puis, oh, un chou, elle l'écarte, oh, un bébé, elle le prend, elle le pose, et tous les choux comme ça, facile. Et ensuite, elle a réalisé tout un tas de films, et puis surtout, elle a monté son propre studio à New York, enfin, je ne sais pas si c'était à New York, aux États-Unis, et elle a eu énormément de succès. Elle a fait fortune. On ne parlait que de cette petite Française qui avait grimpé à toute vitesse l'échelle sociale. Et puis, ma foi, cette gloire a fait ombrage à son mari, qui a pris une maîtresse et qui ensuite a joué toute la fortune amassée par Alice Guy au jeu, et bien sûr il a tout perdu. Alice Guy est revenue en France, on ne retrouvait plus ses films, même en France, au bout de 20 ans, ses films avaient brûlé, on ne savait pas. Elle est revenue complètement anonyme, pauvre, désespérée. Heureusement, elle avait une fille, et puis, bon, qui l'a accompagnée, et puis il y avait Henri Langlois qui l'a sauvée vraiment de la misère. Et cette femme,
elle a été remise en lumière par encore un livre de Emmanuel Gaume, Alice Guy. Alors là, ce que vous voyez, effectivement, c'est bien la photo d'Alice Guy, mais retouchée, parce que c'est l'annonce des journées du matrimoine de mon association et d'un parcours. Si vous voulez, après, je vous en parlerai des parcours. Mais c'est... Voilà. Et donc, plus on creuse, plus on trouve. Vous voyez, ce sont des femmes extraordinaires. Toutes ces femmes-là étaient inconnues, ont été révélées par le travail de chercheuses, et Dieu sait combien il y en a encore et encore à trouver. Donc, voilà pour l'invisibilité. Alors, comment ça s'est fait, cette invisibilité, hein? Allons-y voir de plus près. Eh bien, vous connaissez l'histoire de Colette. Il y a des actions, on peut mettre en avant d'abord des exactions individuelles. L'écrivaine Colette, vous savez que c'est son mari, Willy, qui s'enorgueillissait du succès des Claudines, jusqu'à ce que Colette se révolte et puis fasse scandale d'ailleurs sur scène, et puis finisse par mériter le prix Goncourt et des funérailles nationales, très grande écrivaine. Mais au début, une exaction individuelle. Elle était... et puis hein, combien de femmes ont connu ce genre de situation? Il y a Marie Curie. Alors là, Marie Curie, hein, elle n'a pas du tout connu d'exaction. Au contraire, elle a épousé un homme formidable. Savez-vous que Pierre Curie avait refusé de se rendre à Stockholm où il était, pour recevoir le prix Nobel, où il était invité seul? Il a refusé de s'y rendre tant que Marie ne serait pas invitée également. Nous avons trouvé ensemble le radium, c'est ensemble que nous devons être récompensés. Bravo Pierre Curie, bravo Marie Curie, qui d'ailleurs, bon je fais une petite digression, mais Marie Curie pointait à chaque fois ce qu'elle avait fait. Moi j'ai fait ça, Pierre a fait ça. Dans son discours de réception à Stockholm est très très juste. Bon, mais il n'en est pas de même de Rosalind Franklin. Rosalind Franklin est une biologiste, elle a fait des recherches en biologie moléculaire et elle a réalisé un cliché exceptionnel qui montre vraiment la structure hélicoïdale de l'ADN. Toute contente, elle va montrer ce cliché à son patron, son patron de laboratoire, qui le montre à ses 2 collaborateurs, et tous les 3 dans la nuit rédigent un article à Nature pour expliquer la structure hélicoïdale de l'ADN. Pendant ce temps-là, Rosalind Franklin prend son temps, et commence à écrire son article, et quand elle le voit publié, bon, le prix Nobel est attribué en 1962 aux trois médecins. Et Rosalind Franklin meurt 10 ans après, mais aujourd'hui, la revue Nature a confirmé l'importance du travail de Rosalind Franklin dans la révélation de la structure de l'ADN. Elle est réhabilitée. Elle devrait d'ailleurs, à mon avis, mais heureusement que vous êtes nombreux pour porter aussi cette revendication, elle devrait être associée au prix Nobel. Posthume, d'accord, mais bon. Alors, exaction individuelle, il y a aussi l'histoire. Bon, je saute des choses. Mais c'est une explication insuffisante, les exactions individuelles. En fait, le vrai problème de l'invisibilité, il se trouve au sein du fonctionnement de la société, dans les représentations collectives de ce qu'est une femme, de ce que, aux yeux des mentalités, elle doit être. Les femmes sont effacées, mais sans violence, comme ça. Exemple, Gerda Taro. Hein, Gerda Taro, vous ne la connaissez pas. Mais Robert Capa, ça vous dit, surtout le photographe. Robert Capa, ça,
c'est un grand homme de la photographie. Que s'est-il passé? Eh bien, c'est un couple qui dans l'énergie, l'enthousiasme et l'engagement qui était le leur contre les valeurs fascistes, eh bien, ils produisaient des tas de photos, ils étaient très demandés partout, tous les médias leur achetaient, et dans l'enthousiasme, ils avaient fabriqué un tampon commun, Robert Capa, Gerda Taro, et hop, ils mettaient ça au dos de la photo. Eh bien, mais dans le monde du journal, on est pressé, on va vite. Qu'est-ce que c'est que ces deux noms? Allez hop, dépêchons-nous et on ne garde que Robert Capa. Et on s'est rendu compte, en découvrant une valise d'ailleurs au Mexique beaucoup plus tard, que des clichés attribués à Robert Capa seul étaient justement de Gerda Taro. Donc voilà, on ne peut pas accuser Robert Capa d'avoir demandé aux journalistes de ne pas mentionner le nom de Gerda Taro, bien évidemment. Hein. Les journalistes, ils n'en voulaient pas à Gerda Taro, ils s'en fichaient. Mais ça passe, une femme, voilà, dans le feu de l'action. On élimine, sans même s'en rendre compte. On n'a pas la place. Mais plus extraordinaire est l'histoire encore d'Émilie du Châtelet et de Voltaire. Voici notre Émilie. Alors, vous voyez, elle tient un compas, elle a un globe, je crois, astronomique sur le côté, elle est entourée de grimoires. Émilie du Châtelet est une grande mathématicienne et physicienne. Elle était très connue en son temps. Elle était considérée comme l'une des 10 premières scientifiques de l'époque. Et son ouvrage du travail de Newton, traduction qu'elle ne s'était pas contentée de limiter à la transcription de l'anglais au français, pas du tout. Elle avait fait énormément de commentaires et elle avait lancé des hypothèses dans cet ouvrage, et cet ouvrage était utilisé par les scientifiques jusqu'au début du XXe siècle. Après, la physique quantique a balayé tout ça très bien, mais vous voyez que le poids qu'avaient ces recherches. Émilie du Châtelet était la maîtresse de Voltaire, très bien, lui philosophe, et ils ont partagé ensemble l'amour de la science, la philosophie, le théâtre, les poèmes et l'amour. Mais Voltaire n'y connaissait pas grand-chose aux mathématiques et à la physique. Il a toujours reconnu que c'était Émilie du Châtelet qui lui a enseigné tout son savoir. Et au XXe siècle, qu'est-ce qu'on apprend? Eh bien que Voltaire a réalisé des expériences à partir des travaux de Leibniz, était un grand mathématicien, et Émilie du Châtelet, son assistante, et surtout sa maîtresse. Vague assistante en sciences. Émilie du Châtelet. Non. Alors, que s'est-il passé? Ceci. Voici le frontispice de l'ouvrage que Voltaire a lui-même publié, et il a publié sur Newton aussi, avant Émilie, mais un ouvrage de vulgarisation, et agrémenté de poésie, il a mêlé des alexandrins, enfin, etc. Bon, il a fait ce qu'il avait envie de faire, et puis c'est tout. Mais son ouvrage n'a rien de majeur dans l'histoire des sciences. Et alors, vous le voyez, lui, en bas, comme ça, en train d'écrire, vous voyez en haut Newton avec un globe céleste, et puis, entre les deux, voletant une muse qui n'est autre que Émilie du Châtelet, tenant un miroir.
Ça veut dire que la lumière qu'on voit bien qui vient de Newton est réfléchie par le miroir d'Émilie du Châtelet et vient inonder les grimoires de Voltaire. Bon, mais ça, c'est un hommage de Voltaire qui dit tout ce... J'ai écrit ce livre, d'accord, mais tout ce que je sais, je le sais d'Émilie. Or, et bien voilà, nous en arrivons au XXe siècle qui a tout inversé. Les siècles ont inversé le sens de la transmission du savoir. Bon, allons plus loin. Pour éclairer la question, je vais vous parler maintenant d'un test qui date de 1947 et c'est la base psychologique des rumeurs de Alford et Portman. Voilà, nous sommes aux USA, dans une rame de métro, et vous voyez au milieu, alors je ne sais pas si vous le voyez bien, oui, un homme noir et un homme blanc qui discutent, et l'homme blanc, alors là il faut me croire, a à la main un rasoir, c'est un barbier. On montre cette image à une population, tous concluent, enfin, au bout d'un certain temps, pardon, la moitié de la population se souvient que, eh bien, c'est le noir qui tient le rasoir. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Tant il est attendu dans les mentalités que noir égale violence. Nous sommes en 1947, c'est comme ça que c'était entendu. Et ça, c'est un stéréotype. Les Noirs sont violents. C'est un stéréotype, c'est une croyance, donc, qu'une personne entretient au sujet de caractéristiques des membres d'un groupe. Les équations F égale H moins 1 et F égale femme égale mère sont également des stéréotypes. Le stéréotype interfère dans la mémoire collective. On les transporte avec nous. Et que s'est-il passé dans l'histoire donc de Gerda Taro et d'Émilie du Châtelet? Eh bien, ils perdurent dans les mentalités. Et quand ils attirent à eux les images qui ne sont pas conformes à l'attente, femmes trop brillantes, jusqu'à les faire coller aux stéréotypes. On ne retient plus que les stéréotypes. L'image brillante d'une femme brillante s'efface peu à peu. Pourquoi ça se passe comme ça? Parce que les consciences, la pensée individuelle, la conscience personnelle peut changer. Elle peut, avec une rencontre, avec une lecture, avec une expérience, les choses peuvent changer. Mais une croyance collective est très lourde à bouger. Si bien que, puisque c'est le stéréotype qui gagne, le rasoir change de main. Émilie du Châtelet, de maîtresse en sciences, devient maîtresse tout court. Et Gerda Taro, de partenaire du photographe, devient assistante, mais vite gommée. Donc, aux femmes minorées par la première équation, égale H moins 1, la deuxième, on offre une deuxième équation en termes de peut-être compensation. Au moins, elles sont mères. Qu'elles ne se plaignent pas. À quoi servent les stéréotypes? À penser vite. À penser vite est faux. Mais les stéréotypes sont en même temps très utiles parce qu'on ne peut pas gérer toutes les multitudes d'informations qui nous assaillent en même temps. Donc, vite, on prend un stéréotype, ça nous permet de construire des catégories. Mais faux, parce que personne ne correspond à un stéréotype, en réalité. On pense vite, mais faux. Les stéréotypes servent aussi à juguler l'angoisse devant l'inconnu. Freud parlait de la femme comme un continent noir, et puis aussi les femmes c'est Françoise Héritier qui a
qui a pointé cela. Les hommes étaient décontenancés et très frustrés de ce qu'ils observaient à propos des femmes. Elles pouvaient, elles, mettre au monde un enfant et le porter, enfin le porter d'abord et le mettre au monde. Donc, elles avaient une relation avec la nature que eux ne connaissaient pas. Et si elles sont proches de la nature, elles sont donc incontrôlables. Et les femmes font peur. Il y a encore plein d'autres raisons pour les hommes d'avoir peur des femmes. Mais voilà, un stéréotype va permettre de les mettre dans des cases et de contenir un peu l'angoisse. Un stéréotype donne du coup du sens au monde. La domination appartient aux hommes et les femmes ont pour mission de renouveler l'humanité. Vous allez dire, mais tout ça s'est passé, ça n'existe plus, on ne pense plus comme ça quand même. Eh bien, MeToo, le phénomène MeToo. MeToo ne pourrait pas exister si on en était arrivé à éliminer les stéréotypes. Parce que quand même, les femmes contemporaines ne cessent de donner des preuves d'autonomie, d'exercice de pouvoir, de réalisation de soi, de talent, d'héroïsme. Et pourtant, elles demeurent toujours des proies potentielles. Quoi qu'il se passe. Alors il y a quand même quelque chose qui cloche. L'épreuve de la réalité ne suffit pas à faire sauter le stéréotype. Alors, eh bien, il y a MeToo, et puis, par exemple, je vais donner un autre exemple, mon site, nonmaternité.org. Alors, donc, voilà comment il se présente. Il est sain. Moi, je dis, mon site, il est sain. Eh bien, je suis envahie de messages dans toutes les langues pour me proposer les services de filles chaudes dans ma ville. Tu veux pas d'enfant? Donc, ma mère, prostituée. Maintenant, aujourd'hui. Donc, comment veut-on éradiquer les stéréotypes? Alors, on peut essayer d'en créer d'autres, par exemple. Prenons la superwoman. Alors, la superwoman, elle fait vraiment preuve d'autonomie, de liberté, d'affirmation de soi, etc. Mais, regardez bien ce qu'elle doit faire. Elle doit être mère. Ah oui, elle doit absolument être mère. Donc, elle doit rester sexy et elle doit être au service de son entreprise et de sa carrière. Quadruple tâche. Donc, à elle toute seule, elle rassemble finalement tous les stéréotypes. Croyant être libre. Alors, bon, on peut essayer de trouver d'autres solutions. Moi, je vous donne la mienne. C'est aller à la rencontre pour éradiquer les stéréotypes. Moi, je pense qu'on ne peut pas éradiquer les stéréotypes parce qu'ils sont enracinés depuis trop longtemps. Donc, la solution pour moi, c'est d'aller à la rencontre des femmes remarquables du passé, d'en peupler la mémoire collective. De faire que, du coup, on ne va plus voir qu'elles. On va empêcher de respirer les stéréotypes. Ils sont là, mais on va les étouffer. Donc, les convoquer, convoquer les femmes du matrimoine pour rendre les stéréotypes inopérants. Je pense que là, ça pourra faire changer le regard sur les femmes parce que ça va se passer en profondeur. Que vont apporter les femmes du matrimoine? D'abord, ce sont des sources d'inspiration pour les générations. Ce sont des personnes remarquables, c'est sûr, mais on peut se poser la question de finalement, qu'est-ce qu'une femme remarquable? Est-ce qu'on a pour mission d'être toutes des femmes remarquables?
Pour moi, c'est ce que sont les femmes du matrimoine. Hein. Mais une femme remarquable va au bout de sa passion, c'est tout. Elle s'empare de sa vie. Elle a su trouver le talent qui est à l'intérieur d'elle pour se déployer à travers ce talent-là. Mais ce n'est pas forcément un talent qui va la rendre célèbre, etc. L'important, c'est de se trouver soi-même. Alors, du coup, je peux vous donner 2 exemples de femmes qui se sont vraiment, enfin pour moi, très bien trouvées. Voilà, par exemple, Élisabeth Vigée-Lebrun. Élisabeth Vigée-Lebrun, vous savez qu'elle a dû fuir la Révolution et parce qu'elle était l'amie et la confidente de Marie-Antoinette. Et là, elle a gagné sa vie à la pointe de son pinceau en s'enfuyant dans toutes les cours d'Europe. Hein, et vous avez vu la dernière exposition qui a été présentée de ses œuvres magnifiques. Et là, on voit, elle est avec sa fille, Marie-Louise, et scandale, pour vous c'est peut-être pas scandale, mais c'est scandale au XVIIIe siècle, elle montre les dents. Ah non, elle fait un joli sourire. Elle montre les dents, parce que, simplement, elle est heureuse. Elle est en train de montrer sa joie à la maternité. C'est très inconvenant de montrer les dents au XVIIIe siècle, parce que d'abord on a les dents gâtées, et ensuite parce qu'il appartient seulement aux mystiques en extase et aux fous d'ouvrir la bouche. Ouvrir la bouche est un signe d'incontrôle. Et là, elle ose, sans avoir à parler, elle ose montrer les dents. Donc c'est une femme qui s'est révélée et comme mère et comme peintre, mais elle n'a pas demandé à la maternité seule de la définir. Et puis, par exemple, Madame de Scudéry. Alors Madame de Scudéry, elle est marrante, elle a inventé au XVIIe siècle la carte du tendre, c'est-à-dire que c'est une sorte de guide des relations entre hommes et femmes, et elle a réussi, avec d'autres précieuses, c'est une précieuse, à imposer des mœurs nouvelles, à faire qu'il y ait de la courtoisie, de l'attente, du respect, enfin, etc. D'ailleurs, elle est, j'allais dire, dépositaire du nom de domaine la carte du tendre, mais un prêtre a voulu la lui disputer, mais elle s'est battue contre ça. Et surtout, Madame Scudéry disait qu'il n'y a pas pire torture que le mariage et tout ce qui va avec. Donc elle s'est réalisée à travers qui elle était. Elle ne voulait ni de mariage, ni de maternité, ni rien du tout. Elle a fait son chemin et elle a fait beaucoup pour que les mœurs s'adoucissent dans la vie. Le plus précieux qu'ont à transmettre les child free, finalement, c'est de se trouver soi-même. C'est ce qu'ont fait Madame Élisabeth Vigée-Lebrun, Madame de Scudéry. Elles se sont trouvées elles-mêmes et il n'y a pas d'autre mission, je pense, dans une vie que de se trouver soi-même. Parce que si on se trouve soi-même, mais vraiment, on a toutes les chances de faire partager sa passion et on a toutes les chances d'avoir une place dans le monde, la sienne, modeste, humble, célèbre, peu importe, mais on a sa place. Parce que, du coup, cette nouvelle, finalement, c'est vrai que c'est une injonction, cette nouvelle injonction de se trouver soi-même oblige les infertiles à se rendre compte qu'elles ne sont pas dans une case vide. Ces cases sont remplies de tous les potentiels humains, de même apportés, dont sont le témoignage les femmes du matrimoine. Alors nous, on a vraiment besoin des hommes pour nous accompagner
dans cet objectif, dans cette mission de nous trouver nous-mêmes, parce que de toute façon, les hommes l'ont bien prouvé, ils ne peuvent absolument rien faire sans une femme derrière. Hein, voyez Barack Obama et Michelle Obama, il y a toujours, derrière n'importe quel homme célèbre, vous avez une femme. Eh bien, il faut que cette équation soit inverse et réciproque. Il faut aussi que les hommes nous accompagnent dans le déploiement de notre talent. Oser être soi-même, pas d'autre mot que ça veut dire, d'une certaine façon, être enceinte de soi-même. Et ça, c'est une belle œuvre. Et voilà.